L'importance des imperfections. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Bercy. Alors, quand on entend imperfection, ça nous fait penser généralement à ce qui n'est pas parfait. Donc, le parfait étant défini comme l'idéal, l'absolu ou quelque chose de sans défaut. Alors, quand on entend idéal, à bien y voir, l'on verrait que c'est un concept philosophique. Parce que, qu'est-ce qui serait l'idéal? L'idéal, c'est quelque chose qui varierait en fonction de chaque personne, en fonction de chacun. C'est-à-dire, une chose étant idéale pour moi, ne serait pas forcément l'idéal pour une autre personne. Parce que vous voyez, si on prend l'exemple de quelqu'un qui dit moi j'aimerais que tous les hommes soient fidèles, par exemple. C'est-à-dire un thème de partenaire, de conjoint. Alors on verra que c'est quelque chose de pas réaliste. C'est quelque chose de pas réaliste puisque si on veut regarder du point de vue des sciences humaines, on voit que c'est carrément pas possible de trouver une quasi-totalité des personnes, des hommes fidèles. Maintenant, si nous considérons que nous voulons dire à tout le monde, allez, les gars, que tout le monde soit fidèle maintenant, ah bien, qu'est-ce qui se passerait? Nous verrons que malgré cela, les hommes ne seraient pas fidèles, même s'ils le voulaient. Même s'ils le voulaient parce que l'homme étant déterminé par ses habitudes déjà, étant pas habitué à l'être, même si on arrive à convaincre les personnes de vouloir, déjà même pour arriver à le convaincre au niveau des idées, puisque quand elle dit que j'aimerais que les hommes soient fidèles, elle veut pas parler de la majorité des hommes, mais de tous les hommes. Donc on verra que vraiment cette approche n'est vraiment pas réaliste. Donc je broche par là pour dire que le déterminisme c'est une philosophie qui a été soulevée par Spinoza. Et Spinoza qui disait par son déterminisme que toute action humaine a une cause. Et c'est cette cause-là qui conduit à l'homme de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire si par exemple on vous présentait deux marques, deux sodas par exemple, il y a plus de chances que vous choisissez la plus connue. C'est-à-dire si on vous présente une bouteille de... bon, c'est Coca qui est plus connu, hein, de Coca-Cola avec une autre marque moins connue. Il y a plus de chances que vous choisissez le Coca. Désolé pour la publicité. Encore, qui vient renforcer ce que j'ai dit. Puisque j'aurais pu choisir n'importe quelle autre marque de soda. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Va s'en dire. Donc, il y a une autre approche même de ce même exemple de j'aimerais que tous les hommes soient fidèles, qui dirait que non, qu'en réalité, tous les hommes peuvent être fidèles s'ils le veulent. Voilà, ça dit, tout est question de volonté. Donc cette approche, ça c'est plus du côté existentialiste. Donc on sait que l'existentialisme c'est une philosophie qui a été développée par plusieurs auteurs, nombre d'auteurs africains, religieux. Mais celui que j'ai plus lu en la matière, c'est Jean-Paul Sartre, avec son livre L'existentialisme est un humanisme. Donc, il dit que l'existentialisme, c'est en réalité l'approche de la liberté. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne nie pas les déterminismes. Elle dit que oui, si l'homme pose telle action, l'homme aurait plus tendance à poser telle action que telle autre. Parce qu'il serait plus habitué à telle action, ou parce que c'est avec telle action qu'on l'aurait éduqué, ou il y aurait telle action dans ses gènes, ou son environnement implique telle action.
Donc, qu'est-ce que l'existentialiste dit? L'existentialiste dit que peu importe tous tes déterminismes, tu as la capacité de décider. Donc, l'homme est libre. L'homme est livré à lui-même. Donc, l'homme ne peut pas accuser quelque chose ou quelqu'un de ses actions qu'il pose en réalité. Donc, à cela, si tous les hommes décidaient d'être libres et d'être fidèles, ils le seraient. Parce que l'homme porte la responsabilité de ses actes. Donc, si un homme n'est pas fidèle, c'est sa volonté. Il ne peut pas mentir pour dire que c'est comme ça les hommes sont, c'est leur nature première, c'est dans les gènes. Parce qu'on dit que peu importe ce que tu voudrais, tu es capable de transcender, puisque l'homme possède un libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre-là qui fait de l'homme ce qu'il est. Voilà. Donc, ça, c'est l'approche de l'idéal. Donc, on voit que l'idéal est vraiment conditionné par la philosophie. Ça dit la philosophie de l'humain en lui-même. Maintenant, le parfait. Si nous jugeons ce qui est parfait de ce qui est absolu. Donc, évidemment, la deuxième définition de parfait. Si nous disons que parfait, c'est ce qui est absolu, quelle serait la limite de notre absoluté? La limite de ce qu'on pourrait appeler absolu. Puisque absolu aussi, ça paraît comme un concept philosophique. Parce que qu'est-ce qui serait absolu pour l'être humain et qu'est-ce qui ne le serait pas? Donc, si nous voulons prendre l'exemple de la taille, par exemple, l'exemple de la taille, de dire que on aimerait voir l'être humain le plus grand de taille. Si on supposerait que les femmes aiment les hommes grands de taille, donc on aimerait aider une femme à, à se faire plaisir avec une très grande taille. Donc, on verrait parmi les hommes existants ou les hommes ayant existé pour de vrai, c'est-à-dire pour ce qu'on peut prouver jusqu'à maintenant. Donc, on verra que le plus grand, donc s'il fait par exemple, je dis n'importe quoi, 2,70 m, on dirait que c'est ça en réalité qui est la plus grande taille. C'est ça qui est l'absoluté de la taille humaine. Donc, on verra que cette approche, ce serait une approche réaliste, puisqu'on a appris à partir de faits réels pour pouvoir déterminer un certain critère d'absoluté. Donc, mais à côté de cela, si on veut aller au-delà pour dire que on veut écouter aussi les mythologies, ce que les mythologies ont à nous dire sur tout ce qui est absoluté de la taille humaine, par exemple. Donc, on aurait lu la Bible qui nous aurait parlé de géants qui ont existé avant. Donc là aussi, bon, je pense on donne aussi le taille, c'est pas 3 mètres ou combien, bon. Là aussi, ce serait une absoluté que peut-être l'homme pourrait atteindre ou aurait atteint dans le passé ou atteindrait dans le futur, qui sait. Vous voyez, donc il y a cette approche-là aussi. Donc il y a aussi plein je dirais, de mythologie, même africaine ou grecque, qui parlent de géants, de centaures, de quoi, qui sont de très grande taille. Ou même il y a nous dirons des histoires non canoniques. Non canoniques du fait du canon scientifique moderne. Donc, qui dirait que oui, avant, il y avait des hommes de très grande taille. C'est pour cela que, par exemple, en Égypte antique, il y avait de très grosses pierres pour faire les pyramides, etc. Donc, ça c'est pour le volet absoluté. Nous avons vu deux approches. Une approche, je dirais, réaliste et une approche mythologique. Maintenant, puisqu'on a dit que en réalité, ce qui est parfait serait idéal, absolu ou sans défaut. Donc, nous allons voir maintenant le volet sans défaut. Donc, si on prend l'homme en général et on dit qu'on veut voir du volet de l'anatomie humaine, donc on prendrait un homme
avec deux bras placés latéralement comme on connaît, avec deux pieds, une tête, etc. L'être humain qu'on connaît de façon courante. Donc pour le volet réaliste, c'est cet homme-là qui serait sans défaut. Donc évidemment, si on arrive à trouver un homme peut-être avec né avec trois pieds ou sans un bras ou tout ça, c'est-à-dire c'est cet humain-là qui serait l'être humain avec défaut. Vous voyez. Et même on peut le faire pour les peaux aussi, c'est-à-dire les types de peau. Si on vérifie tous les humains, on voit celui qui a la plus belle peau. C'est-à-dire quand on dit la plus belle peau, beau ici même, ça reste, il n'y a pas d'interrogation. Beau en termes de quoi? Bon, si on prend un homme qui n'a pas de tache sur sa peau et qu'on considère que c'est ce type de peau, puisqu'il y aurait peut-être plusieurs personnes qui auraient pas de tache sur leur peau. Et donc on considère que c'est ce type de peau qui est en réalité la peau sans défaut. Puisqu'on sait qu'il existe encore d'autres peaux. Hein. Donc si on considère que c'est ce type de peau qui serait la peau sans défaut, alors toutes les peaux qui ont des taches, des boutons, ce seraient des peaux avec défaut. Donc là on est bien sûr que là c'est nous qui avons décidé en fait. Donc ça c'est le volet fait ou le volet réaliste. Donc on considère que tel type de peau est la bonne peau et l'autre peau n'est pas la bonne peau. Donc là c'est le volet réaliste. Dans le volet irréaliste sans défaut, nous voyons qu'il y a parfois des mythologies. Des mythologies toujours qui parlent de l'homme lui-même. Qu'en réalité que l'homme actuel, l'homme est déchu parce que n'étant pas assez fort en fait. Donc il y a plusieurs philosophies qui disent que l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales ou 3% de ses capacités en général. L'homme pourrait bien faire bien plus que cela. L'homme pourrait être vraiment prompt à la réflexion. L'homme pourrait être vraiment très fort physiquement, soulevant des objets bien plus lourds que ce qu'il soulève actuellement. L'homme pourrait être capable d'avoir certaines capacités que l'on dirait extrasensorielles, je sais pas, voler, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de certaines thèses que l'on qualifierait de légendaires. C'est-à-dire après tout ce qu'on a cité, après tout ce qu'on a vu. Si l'on comprend bien, si l'on voudrait prendre les versions irréalistes ou mythologiques ou légendaires. Pourquoi je dis cela? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont pour ces versions-là en réalité. C'est-à-dire quand je dis ces versions, je parlais de ces livres, de la Bible par exemple, qui qui est assez utilisé par beaucoup de personnes comme auteur en fait. Donc en réalité, si on voulait prendre cette version-là comme celle qui doit être, nous voyons qu'en réalité, personne n'est parfait en fait. Nous voyons qu'en réalité, que l'homme vit dans une totale déchéance. L'homme actuel étant moins bon ou plus défectueux ou imparfait par rapport à l'homme idéal dans tout ce qui est mythologie que nous avons jugé de pas réel, c'est-à-dire dans la mesure où nous distinguons ce qui n'est pas réel de ce qui n'est pas factuel. Ok. Maintenant, si de notre côté, nous voulons voir qu'en réalité, si on voulait prendre le volet réel ou réaliste, qu'est-ce qu'on conclurait? On conclurait qu'en réalité, chacun de nous a des défauts. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un homme lambda et de dire que en réalité, cet homme, il est parfait au niveau total du thème. Oui, pourquoi? Parce que généralement, si cet homme est peut-être grand de taille, peut-être il a un défaut corporel, peut-être il a des boutons, des acnés, des végétures, ou peut-être il ne connaît pas, il ne maîtrise pas toutes les disciplines, la totalité des disciplines, ou bien il n'excelle pas dans
je dirais, d'au moins 10 disciplines. Ils n'excellent pas dans les disciplines. Au-dessus de tout cela, nous réalisons que l'important en réalité dans ce monde, ce n'est pas nos déficiences ou nos défauts, puisque bien des personnes, ou chacun de nous a une déficience quelque part. L'un peut être très bon en mathématiques, mais être un idiot en politique ou en gestion financière. Donc ce n'est pas nos défauts que nous devons mettre en avant, nous concentrer dessus, mais c'est plutôt sur ce que nous pouvons apporter au monde. Nous pouvons apporter au monde comme qualitatif, comme gain, etc. Et peut-être qu'en se concentrant sur ce qu'on pourrait apporter au monde, le monde serait meilleur. Merci.